Bonjour et bienvenue à notre podcast Survivre à l'échec, où vous découvrirez des parcours de vie d'entrepreneurs impactants. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce podcast avec Tosin Adedi. Hi everybody! Nous explorons évidemment, comme vous le savez déjà, des parcours très divers, des parcours engagés, des parcours inspirants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de présenter et de rencontrer Ahmet Akurek, qui est le fondateur de Crateo. Crateo est un centre de formation qui aide les entrepreneurs à parler en public. Donc, est-ce que tu peux nous parler, déjà bonjour, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui justement de qui tu es, d'où tu viens, quel est ton vécu? Déjà, bonjour à tous les deux, merci de me recevoir. Qui je suis, d'où je viens. Je m'appelle Ahmet, j'ai 28 ans, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants et je suis vraiment le tout dernier. Donc, la plus petite de mes sœurs a 10 ans de plus que moi. Ah ouais. Donc il y en a 4 autres qui ont La largement différence d'âge est énorme. énorme. Ce qui fait que j'ai beaucoup grandi entouré d'adultes. Ça m'a beaucoup aidé à mûrir, etc. dans mon plus jeune âge, mais ça a aussi posé un décalage avec les autres enfants de mon âge à moi, avec lesquels j'arrivais pas forcément à me faire des amis ou à les comprendre, parce que j'avais plus les codes d'adultes que les codes d'enfants de mon âge. Donc j'ai eu une enfance que je dirais très enrichissante, très encadrée, très structurante. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup transmis, beaucoup donné, que ce soit mes parents ou mes sœurs. Mais derrière, c'est venu avec un espèce de coup caché qui était ce côté différent, ce côté, ce qui est naturel et spontané chez les autres, te manque peut-être au départ. Et comment tu t'en es sorti? Je m'en suis sorti pas très rapidement en soi. Il y a eu une grande traversée du désert, donc une enfance assez introvertie, franchement, jusqu'à mes années lycée. Une enfance assez introvertie. Ensuite, je commence à me faire un groupe d'amis, mais je reste vraiment encore dans mon coin. J'arrive pas encore à me mettre en société, en quelque sorte, à devenir très sociable. Et après, il se passe un truc. Donc, j'intègre Sciences Po. Ça me demande de travailler mon oral parce qu'on est admis sur 2 oraux. Donc, forcément, je mets les bouchées doubles là-dessus. Je mets le paquet, mais être bon à l'oral, c'est pas forcément être bon au quotidien. Moi, j'étais bon pour des oraux, genre examen, jury, ça, c'était bon. J'avais la compétence. Mais après, la compétence sociale, c'est vraiment un autre truc. Et ça, c'est venu quand j'ai fait mon voyage d'études aux États-Unis. Ah, t'as étudié aux États-Unis? Ouais. Ça va t'intéresser. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as allé faire là-bas? Alors, déjà, mon voyage d'études, j'étais absolument dégoûté d'avoir été affecté au Texas. C'était le Texas, Ouais. Volontairement ou En fait, au hasard? on doit faire des vœux. Donc, dans les 3 premiers, tu mets un peu ce que tu veux vraiment. Et dans les 3 derniers, tu mets des choix de sécurité. Et le Texas faisait partie de mes 3 derniers vœux. Le point commun de tous mes vœux, c'était que j'étais au soleil. Mais tu vois, déjà, le Texas n'a pas la mer, par exemple. Ouais. Donc, c'était pas la Californie ou Miami et tout. Mais bon, j'avais pas été pris pour cela. Parce que c'est l'école qui décide où ils vont t'envoyer, selon ton profil et tout. Donc, au départ, j'étais dégoûté. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait le meilleur choix pour moi. Parce que c'est un État... Enfin, c'était une ville, Austin, très libérale, dans un État quand même assez conservateur. Le Texas, ça reste le Texas. Donc, j'ai pu voir un peu les États-Unis dans ces 2 contraires polaires, quoi. Les libéraux, les conservateurs, le tout dans une même ville. Le campus universitaire américain. Le stade qui fait 113 000 places. Le stade de France, je crois que c'est 80 000. Ouais, Et, forcément. et C'est des notions différentes. En plus, Texas size, tout est très très Texas grand. size, ils disent tout le temps everything is bigger in Texas. Mais vraiment, tout est Combien de temps énorme. t'es resté là-bas? 1 an pile. Et qu'est-ce que t'as appris? Enfin, quelle est là où les grandes leçons que tu sors de ton parcours ou ton séjour aux États-Unis? Le Texas, les États-Unis, ça m'a permis de quitter un mode de fonctionnement que j'avais qui était très basé sur le jugement. Avant ça, je jugeais énormément l'extérieur. J'avais toujours un avis très tranché et très bien, mal. C'était assez absolu, tu vois. Et bien sûr, j'avais une définition comme ça du bien et comme ça du mal, donc c'était facile de faire entrer beaucoup de choses dans la définition du mal. Et donc, c'est ça aussi qui poussait aussi mon introversion. Donc j'avais un rapport à l'extérieur qui était assez conflictuel.
Et le Texas, ça m'a complètement libéré par rapport à ça, parce que les gens sont très avenants, ils sont vraiment chaleureux. Bon, déjà, c'est des Américains, donc forcément, ils la jouent un peu, il y a un côté un peu hypocrite, voilà, dont je me rendais pas compte au début. Tu veux dire le côté un peu chaleureux, surjoué, ouais. chaleureux, Ouais, c'est ça? c'est leur bienséance à eux, c'est leur manière de faire à eux. C'est vrai que c'est assez hypocrite parce que moi, j'ai ma famille qui vit à Dallas, au Texas. Et c'est vrai que même si on ne te connaît pas, on va dire hey, hi, mais ça ne veut pas dire qu'elle t'apprécie, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui t'a donné l'envie après de faire justement le métier que tu fais aujourd'hui? Presque. En tout cas, ça m'a donné les capacités de le faire. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, je peux aller dans un événement networking et pas du tout me sentir ni gêné, ni gênant de taper la discussion avec un groupe d'inconnus. Parce qu'ils m'ont appris aussi à m'intéresser aux gens. Ils ont très rapidement, les Américains, ils ont ce truc ils essaient de savoir en quoi tu es intéressant. Ça met une petite pression. Parce que au départ, tu arrives en tant que bon Français, surtout moi, je sais pas pourquoi je suis intéressant. Tu vois. Et eux, ils trouvent ça chez toi. Ah, you're so this, oh, you're so that. Tu dis, ah, c'est vrai que c'est des caractéristiques que j'ai, et je m'en étais pas rendu compte. Les gens le remarquent, les gens l'apprécient. Et donc, ce côté appréciatif, même s'il peut être un peu faux, un peu surjoué, pour moi, il a été essentiel dans le côté libérateur et dans ma capacité à m'ouvrir aux autres, à créer des relations plus facilement. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est l'une des forces que tu as maintenant dans le métier que tu fais. C'est que tu arrives à, par des questions, faire comprendre à la personne ses atouts. Et donc, c'est par là, c'est comme ça que ça t'a donné envie de toi aider des personnes. Parce que tu es quand même passé d'introverti à quelqu'un qui est très extraverti et qui aide les gens à sortir de leur coquille, quoi. Je pense qu'il y a de ça, tu as raison. Hein. Ça devient un peu une thérapie, là. Mais est-ce que justement, dans cet art oratoire, en tout cas de s'exprimer, il faut être forcément extraverti? Est-ce qu'il faut être extraverti? Non, pas du tout. Moi, en réalité, je reste un introverti. Je suis juste un introverti socialement compétent. Et donc, je peux avancer sans que cette introversion devienne un handicap. Parce que vous savez, on va dire l'introspection et l'extraversion, c'est un spectre. Donc, tu as l'introverti extrême, l'extraverti extrême. Les deux extrêmes, c'est préjudiciable, c'est un problème. Le super extraverti, il fait que parler, il ne laisse pas de place aux autres. Le super introverti, il ne prend pas la place qu'il devrait prendre. Donc le but du jeu, pour moi, c'était plus de prendre mon introversion extrême et de la ramener un peu plus dans quelque chose de tempéré, ce dans quoi je pense être aujourd'hui. Sinon, pour vraiment répondre à la question, est-ce qu'il faut être extraverti ou pas? Mais absolument pas. Les introvertis ont cette force d'être un peu plus sensibles à l'autre, sensibles à l'environnement, et donc d'avoir une parole qui est un peu plus précieuse, un peu plus rare, mais du coup qui a beaucoup plus de valeur parce que très peu de déchets. Pour qu'un introverti prenne la parole, il faut que ça en vaille le coup, il faut qu'il soit sûr de son coup. Donc forcément, quand il parle, c'est intéressant et ça donne envie de l'écouter. C'est très beau. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi des obstacles que tu as pu franchir? Parce que là, tu parlais justement de ton introversion. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial? Mon parcours entrepreneurial, il commence avec mon parcours salarié, entre guillemets, en entreprise, où on pourrait dire que c'est un premier échec parce que Sciences Po, moi, me forme pas du tout à être entrepreneur. Je fais un master qui s'appelle Finance et Stratégie, où à la fin, tu deviens soit banquier d'affaires, soit consultant en stratégie. Et moi, j'étais parti pour être consultant en stratégie et je passais mes entretiens avec les cabinets que vous connaissez, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux. Et presque le premier échec, là, c'est de se dire, mais en fait, j'ai été baigné dans un discours qui était le discours de mon école sur moi. Et ce discours, à mes propres yeux, à mes propres oreilles, entre guillemets, il est passé devant mon discours interne. Mon discours intérieur, qu'est-ce qu'il me dit? Au-delà de mon école veut placer ses étudiants dans les meilleurs cabinets pour ensuite faire un bilan et dire notre promo est trop forte, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont tous salariés chez McKinsey. Mais toi, au fond, qu'est-ce que tu veux en fait, Ahmed, à Curec, là maintenant, tout de suite, à quoi, 22, 23 ans, qu'est-ce que tu veux? Et la réponse, c'était pas du tout je veux être consultant en stratégie. La réponse, c'était je veux me mettre dans des environnements où je vais être entièrement responsable de mes succès et de mes échecs et où je vais pouvoir, par mon activité, prendre le temps de me développer moi en tant qu'être humain. Et je trouve que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est le meilleur moyen. En fait, le meilleur outil de développement personnel, c'est l'entrepreneuriat authentique. Parce qu'un fondateur, il verra sa boîte grandir,
qu'à la hauteur de ses propres limites. Et donc, à 22 ans, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu montes ta première boîte directement ou comment ça se passe? Alors, je fais quand même des expériences en me disant on va tenter. On va tenter, j'ai pas fait tout ça pour rien et tout, donc je passe par quelques boîtes où j'ai toujours un poste assez spécial qui est bras droit, exec assistant, ils appellent ça. Tu es en gros le secrétaire général de quelqu'un d'assez important dans la boîte. Donc tu as accès à tout son agenda, tous ses rendez-vous, tous ses enjeux. C'est toi qui prends les comptes rendus pour lui, par exemple. C'est toi qui filtres les interlocuteurs par rapport à lui. Tout le monde veut le voir, mais c'est toi qui dois dire si ça passe ou ça passe pas, quoi. Donc c'est très intéressant parce que tu dois avoir de la diplomatie, parce qu'il y a des gens très importants en face de toi dans la boîte, très importants aussi pour ton boss, à qui tu dois dire non, pas cette semaine, sans faire passer le message que vous n'êtes pas suffisamment important. Mm. Donc c'est ça, il y a un rôle un peu de diplomate. Après, j'ai fait la même chose en banque, puis je me suis occupé du marketing d'une start-up qui s'appelle Legal Start. Je faisais un truc chez eux. Et puis après, je me suis dit, voilà, je pense que j'ai assez vu, c'était amusant, j'en ai assez eu, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et- Avec quel âge? J'avais quel âge? C'était en 2019. Ça fait quel âge ça, 2019? Là, j'ai 28 ans. 2019, c'était à 5 ans, Moins donc j'en 5. avais 23. Voilà. 23 ans, donc assez jeune, quand même. c'est hyper tôt quand même. C'est Ouais. hyper tôt. La maturité, bon, en tout cas, bon, tu as l'air d'être très mature pour 28 ans, et puis c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'à 23 ans, on est forcément Bah, moins je pense mature. que c'est un mélange des États-Unis, go-getter, et de tout ça, Et- l'expérience que tu as eue. Et puis, je pense que quand tu es assistant ou proche d'un dirigeant, tu apprends très C'est vite abusé. et tu te mets dans les chaussures aussi du dirigeant. Mais du coup, Abusé. tu as appris énormément de choses, mais tu as eu quand même le courage d'entreprendre seul. Comment ça s'est passé? Alors, donc, le courage d'entreprendre seul, pas vraiment. Au début, Cratéo, c'était un projet où, en fait, c'est né de la frustration que j'ai eue avec Graines d'Orateur. Donc, Graines d'Orateur, c'est mon association qui enseigne aux lycéens les codes de la prise de parole pour soit aller en grande école, soit juste s'épanouir en tant que citoyen. C'est top, ça. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 5-6 ans que Graines d'Orateur existait à cette époque-là. Et on faisait le bilan. On a formé combien de personnes, les gars? 6000. Bon. 6000, d'un côté, tu peux dire c'est impressionnant parce qu'on avait vraiment zéro moyen. Mais d'un autre côté, c'est nul. Il y a 750 000 lycéens qui passent le bac chaque année. Chaque année. Moi, j'ai mis 6 ans à en former 6000. Donc, je suis à 0,03%. C'était extrêmement frustrant et je voyais pas comment je pouvais aller et atteindre les 100% de lycéens formés dans le schéma actuel on appelle ça le formation en temps homme. Tu passes du temps avec un homme qui te forme. Ouais. C'était impossible. Tu veux dire ce qu'on appelle en marketing de scaler finalement ton Voilà. business, c'est ça? Comment scaler Graines d'Orateur pour l'impact vraiment. Et j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir y arriver et mathématiquement c'était impossible de le faire avec des humains que j'ai pensé à la technologie en me disant oui, la technologie ne pourra jamais atteindre l'expertise d'un être humain, en tout cas pas aujourd'hui, mais au moins les niveaux fondamentaux de s'exprimer sans hésitation, sans avoir peur, est-ce qu'on peut le passer à travers la technologie? Pour moi, la réponse est absolument oui. Et j'ai passé 1 an et demi à bosser sur ce projet et je me suis associé avec 5 amis. Et le mode de recrutement des associés, il était très folklorique. J'envoie un message sur le groupe Messenger à l'époque de notre association. Je vais lancer un projet de réalité virtuelle et tout, ça va être un business. Qui veut devenir associé? Et tous ceux qui ont mis des pouces, je les ai invités à faire une espèce de première réunion d'assemblée générale et tout le monde est devenu associé. Ah oui, donc tu n'as même pas fait de sélection. En fait, c'est celui qui veut qui vient et qui participe. Et genre, on verra bien. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as fait ça. Est-ce que c'était parce que tu avais peur? Est-ce que c'était plus parce que j'ai envie d'avancer et que tout le monde en profite, enfin, mes proches en profitent avec moi? Pourquoi est-ce que tu... C'était des gens qui étaient tous dans Graines d'Orateur. D'accord. Et donc, pour moi, le fait de créer un espèce de spin-off de Graines d'Orateur devait se faire avec les gens de Graines d'Orateur. D'un autre côté, j'avais jamais rien fait seul. J'étais toujours avec ce clan. Graines d'Orateur, c'était la famille. Donc je voulais pas me retrouver seul aussi, je pense. D'accord. Et puis je savais pas du tout comment fonctionnait l'entrepreneuriat en fait. Je savais pas ce que c'était d'avoir un associé, à quel point c'était important qu'ils soient tous impliqués au quotidien. Donc moi, tous ceux qui voulaient bien, j'ai dit bah vous faites partie du Ça a projet. duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Où ils m'ont prêté main forte à certaines occasions. Pour eux, c'était plus un side. Parce qu'il y en a qui voulaient devenir avocat, d'autres qui voulaient vraiment devenir consultant en stratégie, d'autres qui étaient plus dans la tech au niveau européen. Et moi, qui étais dans le projet à fond, du coup,
à pas gagner d'argent pendant 1 an et demi. Mais j'étais du coup le seul à subir ce coup. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Que c'est ceux qui sont dans les tranchées qui doivent vraiment être aux commandes totalement. Donc j'en ai parlé à mes potes. C'était très compliqué d'oser en parler déjà vis-à-vis de moi-même. Bah ouais. D'oser accepter que j'ai fait une erreur, déjà. Puis ensuite, d'oser mesurer l'ampleur de mon erreur, à quel point c'était une erreur fondamentale et ultra grosse. Donc de l'accepter vis-à-vis de moi. Puis après, de me dire, mais quand je vais leur dire, il faut qu'on se sépare, est-ce qu'ils vont le prendre comme une trahison? Est-ce qu'ils vont penser que je tiens plus ma parole? Est-ce qu'ils vont... J'en sais rien. Mais à un moment donné, voilà, fallait y aller, fallait avoir la discussion. Et quand je l'ai fait, ça s'est passé d'une manière tellement fluide. Parce qu'en fait, les gens, ils C'était étaient une prêts. évidence. C'est ça? Mais en fait, il n'y avait pas de sujet. Ouais, en fait, ils savaient déjà ce qui allait se passer par la suite. Non, ils s'y attendaient pas. Peut-être que c'était même sorti de leur tête. Parce que eux n'étant pas dans le business, ils se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir des associés fantômes. Pour eux, c'est juste le projet d'Ahmet existe, mais ils se rendent pas compte qu'ils ont un poids dans le truc. Et quand je leur ai dit, c'était vraiment passé en mode ah ok, tu penses que c'est mieux, bah d'accord. On dit souvent que monter une boîte avec quelqu'un, c'est comme avoir un enfant avec cette personne. Tu penses que c'est vrai? Bah, moi, je pense que c'est absolument vrai. À tel point où, parmi les 5 associés, il y avait donc Kenza. Et on fait Graines d'Orateur ensemble, on fait Cratéo ensemble. Du coup, il reste plus que nous deux aujourd'hui. Et on s'est mariés. Ah oui, donc finalement, ouais, c'est comme un enfant. Donc, et là, tu vas nous dire que finalement, tu as un enfant aussi avec elle. Voilà. Ouais. Et moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure association en soi. Surtout qu'en plus, nos profils sont complémentaires. Vraiment, c'est vrai. C'est un truc vrai. de Donc fou. là, vous êtes marié et femme dans la Ouais. même structure, Ouais. c'est ça? Ouais. Avec des fonctions équivalentes? Non. Elle fait vraiment tout ce que je suis incapable de faire. Et moi, je fais tout ce qu'elle n'a pas envie de faire. C'est-à-dire, moi, je forme, je fais de la pédagogie, je fais du développement commercial. Et elle fait tout l'aspect organisation, Et je réglementaire, trouve partenarial. Elle a un regard, elle observe tout, elle voit des choses, toi tu es dans l'action, elle voit et tout. Et c'est vrai que c'est beau de vous voir travailler ensemble. Et oui. Et c'est quoi alors qui vous motive aujourd'hui? C'est quoi les valeurs que vous mettez en avant? Dans la boîte, nous, nos valeurs, ça va être l'ouverture, l'excellence, la générosité. L'ouverture, ça va être le fait d'accueillir les gens comme ils sont. Moi, les gens, ils viennent me voir avec plein d'objectifs divers et variés. Un jour, j'ai eu un consultant qui est venu me voir en disant « Il faut que je rate ma prochaine mission. » Pourquoi est-ce que tu dois rater ta prochaine mission? Parce que j'ai plus du tout envie de staffer dans cette industrie. Il faisait trop de banques, tout le temps du KYC, c'est un truc réglementaire, voilà. Il en a fait 50 000 et il voulait plus. Et on a bossé ensemble comment rater sa prochaine mission à coup sûr, sans ruiner sa réputation. Donc il faut mettre le curseur pile là où il faut. Donc j'ai donné des conseils que je donnerai jamais, enfin même n'importe quel formateur qui regarde ça, il va se dire mais il a fumé. Je lui ai dit ok, tu devrais dire un peu prends un stylo avec toi, clac, 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 clac. Essaye d'avoir un dress code légèrement en dessous de ce qu'attend l'industrie et utilise un vocabulaire qui n'est pas du tout jargonneux. Un vocabulaire qui... Donc on a pris le jargon et on en a fait des synonymes. Et lui, il utilisait les synonymes. Donc il était à côté du jargon, donc forcément ça a diminué son niveau d'expertise. La mission n'a pas été renouvelée avec lui, parce que objectif atteint mais humain pas validé, donc ils ont continué la mission, pas renouveler l'humain. Et puis après on a bossé sur une autre mission qui lui plaisait, avec totalement l'inverse de tous les conseils que je lui avais donnés. Et tu as fait une école pour faire ça, pour devenir coach des orateurs J'ai pas fait d'école, je sais pas vraiment s'il y a une école aujourd'hui qui forme à la prise de parole. Pas à ma connaissance. Il y a des formations, il y a des choses qui existent, mais c'est On peut vrai te former à être l'école, formateur en méta-compétences, mais formateur en prise de parole, t'en prends 100, les 100 ils ont appris parce que leur vie leur a demandé d'apprendre. Donc toi c'est sur le terrain? Ouais, sur le terrain. Après j'utilise énormément d'outils que j'ai reçus dans ma formation académique. À Sciences Po, tu as d'abord un bachelor de 3 ans sur les sciences humaines et sociales. Donc tu apprends vraiment le fonctionnement des gens en groupe, et après moi j'ai poussé sur le côté en individuel. Tu parlais des États-Unis tout à l'heure, d'ailleurs c'est ce qui a de beaucoup de différence avec la France sur l'éducation. Ouais. C'est qu'aux États-Unis c'est beaucoup justement sur l'oratoire, sur s'exprimer à l'oral. En France très peu, et ça c'est aussi un problème. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire en France. Honnêtement, en fait non, je vais même dire là, ce que je pense vraiment, c'est que la France fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Genre, si j'étais un agent étranger
et que je me disais je dois saboter le système éducatif français, je ferais exactement ce qui a été fait. Aujourd'hui, dans l'école française, la parole elle est criminalisée. On n'a pas le droit de prendre la parole sur notre propre initiative, on doit lever la main. Quand on lève la main, on est interrogé. Être interrogé, ça veut dire que parmi toutes les phrases que tu peux prononcer, il y en a une qui est bonne. La pression de fou que c'est sur un enfant qui est en train de se former psychologiquement. Et derrière, après, ces gens-là, on les retrouve dans les boîtes où on nous dit « Mais soyez créatifs, faites des erreurs, ce n'est pas grave. » Mais c'est n'importe quoi. On a passé 20 ans à être formés, à répondre pile ce qu'il fallait. Et là, tu me demandes d'être disruptif. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que l'école, ça met beaucoup dans une case. Et la plupart des personnes qui font de grandes choses sont des personnes qui ont cassé ce système-là. Mais oui. Mais c'est très intéressant de pouvoir discuter avec toi. Tu as beaucoup de techniques et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment dans ta carrière où là, tu t'es retrouvé dos au mur? Dos au mur. Ouais, ou vraiment perdu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus aussi les malentendus, tu vois, les stéréotypes, les choses sur lesquelles on pense que c'est pas nécessaire, ou on pense que finalement parler, des fois, c'est parler pour rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Les stéréotypes sur mon métier. Il y a souvent cette question du... je rencontre pas mal de gens et dès que je dis que je fais de la prise de parole et que j'ai passé un quart d'heure avec les gens, la question qui vient systématiquement c'est « Et du coup, moi, tu penses que j'ai besoin de me former ou pas ?» Ah oui. Est-ce que tu m'as analysé là le temps où on parle? Oui, je t'ai analysé déjà dans un premier temps et non, je ne te livrerai aucune analyse. Tout le monde a besoin de se former. Bien sûr. 100% des gens à qui je parle ont besoin de se former. Et en fait, j'ai besoin de me former encore aussi. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que tu as besoin, c'est est-ce que tu as envie. C'est pour ça que moi, quand je parle à quelqu'un et que j'essaie d'évaluer si elle a envie ou pas, j'essaie de voir est-ce qu'elle est satisfaite de son niveau actuel. Est-ce qu'elle est frustrée de tout son manque à gagner à ne pas être un chouïa meilleur dans sa prise de parole? Si oui, la personne passera à l'action avec ou sans moi. Sinon, il ne faut même pas forcer ou pousser quoi que ce soit. C'est souvent finalement de la prise de conscience dont tu parles. C'est est-ce qu'on est conscient? Par exemple, aujourd'hui, qui a un nutricien personnel? T'en as? Non. T'en as? Voilà. Pourtant, si on avait une alimentation au carré, notre vie serait vachement meilleure. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on a besoin? Oui. Est-ce qu'on a envie? Non. Je suis Donc, pareil, ça dépend en fait. finalement de là où tu vas aller, mais pour revenir à cette question, justement, c'est quoi les punchlines qu'on te sort justement par rapport à ton métier? Parce qu'il doit y en avoir un petit peu, surtout qu'en flûte, tu fais quand même un métier un peu à part entière, qui est en dehors des normes, on va dire. Tu n'es pas avocat, courtier ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir forcément des petites remarques là-dessus. Surtout en France, on a plein d'expressions. Enfin, notre culture criminalise la parole. Donc, un formateur ou quelqu'un d'éloquent, c'est un blablateur. Blablater. On a les beaux parleurs. Ça, c'est de la manipulation. On a souvent le truc de mais t'apprends aux gens à se vendre. Alors à mes oreilles, c'est pas du tout un gros mot, mais pour eux, c'est un peu se vendre, quasiment se prostituer, quoi. Ça, c'est un peu les préjugés qu'on peut avoir sur le métier. Tu leur apprends à faire semblant. Mais du coup, quand on fait une formation et qu'on apprend des techniques, on n'est plus authentique. Est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes quand on... Il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu des... C'est simplement des a priori. C'est assez déroutant quand même. Parce que c'est déroutant dans le sens où c'est justement des choses qui sont ancrées depuis longtemps et sur lesquelles où les gens doivent apprendre justement à changer d'état d'esprit. Surtout s'ils veulent avancer. Et par rapport à ta carrière, donc bien sûr, tu as évolué parce que tu as commencé à 23 ans, tu en as 28 et tu continues à faire la même chose. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti submergé ou tu t'es senti bloqué dans ta carrière et comment tu as fait pour en sortir? Il y en a eu un qui est plus gros que tous et qui a duré super longtemps aussi, mais je m'en suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte à quel point j'avais un métier qui demandait de donner de soi-même humainement et psychologiquement. Parce que quand je travaille avec les gens, bien sûr, je leur transmets des techniques, ça c'est la partie vraiment la plus simple au monde. Mais il y a aussi un aspect thérapeutique dans le travail que je fais. Bien sûr. Parce que ce que je dis tout le temps, c'est que les gens viennent me voir pour des outils. On veut des outils, on veut des techniques. Mais en fait, le vrai impact transformateur, c'est quand on va venir bosser sur tes peurs, tes craintes, tes schémas mentaux. Et ça, très souvent, c'est des histoires, c'est des épisodes traumatiques, etc. Et donc ça, tu dois les recevoir
en tant que professionnel, être à même de faire un pas de côté et même d'accompagner la personne à faire ce pas de côté et travailler ce trauma pour qu'il puisse en faire derrière soit une force, soit plus un sujet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en traitant un tel volume d'histoires, et moi en donnant autant de ma personne, c'était super important que je me donne des sas de récupération, où moi aussi maintenant je me nourris. On me donne à moi, où quasiment maintenant c'est moi la personne qui est suivie par quelqu'un. Et donc maintenant je suis suivi par mes propres coachs. C'était quelque chose que je faisais très ponctuellement à cette époque-là, maintenant c'est régulier. Je prends des vacances tous les trimestres ou bien tous les 4 mois. Il y a un mois où je ne prends pas de clients. Voilà. Est-ce que tu penses que tu as traversé un burn-out? Est-ce que tu penses Ah que oui. c'était arrivé à ce point-là? À fond. En vrai, je pense qu'il faut que je me le dise. C'est un truc qui ressemble beaucoup à un burn-out où j'avais plus l'appétit de continuer à faire ce que je fais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Solution radicale. En plus, j'avais vraiment peur de prendre cette décision. C'est que d'un côté, j'ai limite plus envie de vivre en fait. Je suis soit à ça de la dépression, soit j'y ai un peu plongé la tête. J'ai plus envie de faire ce que je fais. Pourquoi? Ça m'a passionné pendant des années. Pourtant, le succès entre guillemets commercial, il est encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens aussi vide? Et en fait, pour répondre à cette question, j'ai fait un choix qui a quasiment menacé l'existence de ma boîte. J'ai tout arrêté. J'ai pris 3 mois. Je suis parti en Thaïlande. Et j'ai pas travaillé du tout. Et dites-vous que c'est au bout de 1 mois et demi, donc vraiment 90 jours, quasiment 2 mois d'absence de travail, de plage, de ce que vous voulez, imaginez la Thaïlande, quoi, que mon cerveau il a commencé à repasser en on. J'ai commencé à me dire, ah d'accord, ok, je crois que je redeviens moi d'avant là. Je crois que je commence à récupérer. Et tu crois que c'est arrivé pourquoi? Parce que tu as trop appuyé sur l'accélérateur? T'as eu trop de projets en même temps, pendant trop longtemps? Je me suis pas écouté. En fait, j'ai un style d'entrepreneuriat, moi, qui est un peu artistique. Maintenant, ça, j'en suis conscient. C'est un truc qui ressemble à je me repose. J'ai la fulgurance qui va me faire x10. Je me repose. J'ai la fulgurance qui va me faire x10. Mais j'ai essayé de rentrer dans un moule en me disant il faut que je fasse des heures, il faut que je fasse un peu du 9 to 5. Ouais. Alors que j'ai un métier qui me permet de ne pas tomber dedans. Mais mine de rien, ce discours de sois normal, travaille comme tout le monde, pourquoi est-ce que tu veux faire un mode de vie qui n'existe pas, il m'a eu. Tu as été façonné d'une certaine façon et donc tu voulais respecter ça parce que tu disais que c'est comme ça que je suis normal. Ouais. Alors que quand tu es artistique, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas et je me suis éteint. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que toi? Il est dans un burn-out, mais il ne sait pas comment en sortir et il a même du mal parce qu'il faut l'assumer, ça. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Quelqu'un qui serait dans ma situation de l'époque, vraiment d'oser faire le saut dans le vide. Parce que le truc qui nous maintient, en tout cas moi, qui me maintenait dans ce burn-out, qui pour moi a duré en vrai un bon 6 mois, hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est la peur de faire autrement. Parce que mine de rien, même si tu es dégoûté, c'est un dégoût que tu connais. Et donc tu sais que la semaine prochaine, tu seras dégoûté pareil. Le mois prochain, tu seras dégoûté pareil. Et donc c'est pas choquant, c'est assez sécurisant. C'est bizarre comme truc parce que c'est violent à vivre, mais c'est sécurisant parce que tu connais. Et après tu te dis, mais si j'arrête tout, si je prends 3 mois, déjà il va se passer quoi dans ces 3 mois? Ça se trouve, je vais voir des choses en moi que j'ai pas envie de voir. Déjà, tu commences à avoir peur de toi-même. Et après, tu te dis, mais quand je reviens au bout de 3 mois, la planète aura tourné 100 mois. Est-ce que les gens vont encore avoir envie de travailler avec moi? Et puis quand je vais expliquer ces 3 mois aux gens, est-ce qu'ils vont se dire, il est bizarre? Oui, c'est la peur finalement de la vision de l'autre, c'est ça? Et de lâcher prise aussi. La peur de plein de trucs, les autres, lâcher prise, se confronter, se retrouver avec soi-même. Parce qu'à un moment donné, tu bosses aussi pour te fuir parfois. Il y a encore quelques années, il y a à peu près 5-10 ans, on parlait moins de burn-out. Maintenant, on en parle beaucoup. C'est un peu même un mot galvaudé. On ne sait plus trop ce que ça veut dire finalement parce que c'est utilisé assez souvent. Mais ça existe réellement. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire avant d'anticiper et avant d'en arriver justement à ça, à ce burn-out-là? Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, hein, c'est créer des sas. Créer des sas de récupération. Ça peut être le sport pour certains, ça peut être le chant. Pour ma femme, c'est le chant, par exemple.
Ça peut être les balades, les randonnées, les voyages, ça dépend. Il faut très bien se connaître et connaître ses modes de ressourçage, en quelque sorte, et les sacraliser. Se dire, peu importe l'opportunité qu'on m'offre, mon voyage, mon chant ou mon sport, je le fais. Et ça passe en numéro 1 après le business. Ouais. Ouais, c'est vraiment une sas de dépression. Je pense qu'il y a beaucoup à savoir se mettre soi d'abord. Je ne suis pas mon business. J'ai mon business, mais c'est une partie de qui je suis. Et pour que mon business aille bien, il faut que moi aussi j'aille bien. Je voulais te demander, parce que là, on a quand même un coach parmi nous, quel conseil tu donnerais, peut-être 1 ou 3 clés à quelqu'un qui a besoin de parler en public, mais qui se sent vraiment très mal, ou qui veut faire des vidéos, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. On parle de parler en public. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner? J'attaquerai directement, premier conseil, sur la relation aux autres, le regard des autres. La plupart du temps, on pense que les gens ont peur du regard des autres. Nous-mêmes, on croit avoir peur du regard des autres. Ce n'est pas vrai. On a peur que le regard des autres valide le regard que l'on porte déjà sur nous-mêmes. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc si tu as une image de toi dégradante, tu penses que les gens vont Vont avoir le une voir. image de toi dégradante. Tu te dis, peut-être qu'ils vont voir ce que je vois déjà. Et donc, tu as peur du regard des autres. Mais c'est pas vrai. Tu as peur de ton propre regard. Quelqu'un qui est très confiant et qui se dit, je suis le plus beau, le plus fort, on l'a jamais vu se dire, oh, mais imagine s'il pense que je suis le plus beau et le plus fort. Donc ça, c'est numéro 1. Donc, c'est le travail sur soi, sur ton image à toi. C'est ça que tu dois bosser pour ne plus avoir peur et même être fier de ce que tu montres comme image. D'où vient cette critique intérieure? Qui est-ce qui l'a installée? Qui est-ce qui a paramétré cette croyance dans ton cerveau? Pourquoi est-ce que cette croyance est restée aussi longtemps dans ton cerveau? À quoi ça t'a servi? Parce que cette croyance et cette peur, c'est pas un ennemi. Elle t'a amené là où tu es aujourd'hui. À quoi ça t'a servi? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tu parlais tout à l'heure de networking, parce que quand on est entrepreneur, on est souvent amené à être en networking ou en tout cas à parler en public. Est-ce que tu donnerais, par exemple, quelqu'un qui veut entreprendre, qui n'est pas du tout habitué, parce que c'est vrai que c'est des choses finalement qui arrivent au fur et à mesure. Soit au début, on est à l'aise, soit on l'est pas. Qu'est-ce que tu pourrais recommander pour justement être plus à l'aise ou en tout cas aller de l'avant par rapport à ça? Par rapport au networking, précisément. Pour moi, ce qui est intéressant dans le networking, c'est de faire un minuscule travail sur soi en se disant, j'y vais avec quelle intention? Je vais rencontrer quel type de personne? Et assez bien le définir. C'est quelqu'un qui bosse dans quelle industrie, qui rencontre quelle problématique, si jamais on veut vendre des choses, ou si on cherche un prestat, qui fait quoi, de quelle manière, à quel prix. Bon, ok. Comme ça, j'ai une intention qui est posée. Ensuite, c'est de se dire, on se décentre. Pour moi, le networking, c'est une question de se positionner dans la relation, que les gens sachent rapidement ce que je fais, mais surtout faire vivre une expérience à ton interlocuteur qui est agréable. Là-dessus, je ne sais plus exactement, je crois que c'est La Bruyère ou un mec de son époque qui dit « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Les hommes aiment plaire et être applaudis. Et donc, tu continues à donner des questions qui vont faire en sorte que la personne arrive à se valoriser elle-même. » En fait, c'est rendre intéressant les gens. Alors que nous, on se dit, il faut que je me rende intéressant. Mais non, il faut juste que tu aies des questions pour rendre les gens intéressants et leur faire dévoiler cette part d'intéressant qu'ils ont en eux. Et une fois que les gens ont vécu un bon moment avec toi, t'inquiète pas, ils garderont un super souvenir de toi. Donc, c'est s'intéresser aux gens. S'intéresser aux gens. Ouais, et je pense que ça produit aussi une réciprocité. C'est que si tu es vraiment dans l'envie de donner, la personne elle a envie de te donner, elle a envie de te revoir aussi. Absolument. Et ça produit un cercle vicieux, et puis c'est moins stressant aussi. C'est moins stressant, c'est plus toi le sujet, c'est les autres le sujet. Et on est là, on est curieux, on découvre les gens. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la progression de ta boîte en termes de personnes avec qui tu as travaillé ou de chiffres sans trop rentrer dans les détails si tu ne le souhaites pas, et ensuite nous dire quelles sont tes perspectives d'avenir? Ok. En termes de gamme de clients, j'ai un peu envie de dire qu'on a stagné. Parce que dès le départ, on a travaillé avec des C-level. Tous nos premiers clients, c'était des C-level automatiquement. Et donc, on est resté dans ça. C'est resté assez constant là-dessus. Le B2B, on s'y est toujours pas vraiment ouvert. C'est un truc que j'ai envie d'explorer, mais
J'en ai pas encore fait une priorité. Il y a d'autres choses que je peux aller creuser côté B2C particulier, parce que moi, on vient me voir d'un point de vue individuel. Ouais. Mais je pense qu'on a un énorme potentiel et un truc, enfin, vraiment un boulevard en B2B par rapport à notre approche. Et sinon, en termes de chiffres, ça commence autour des 50 000 année 1. Donc, je compte année 1, c'est 2022 pour moi. Parce qu'avant ça, j'ai essayé de faire de la réalité virtuelle et on fait pas un rond. Oui, tu parles pas de quand tu étais associé avec les Ouais, 5 voilà. personnes. Réalité Ta virtuelle, boîte on n'a pas touché un actuelle. rond, on n'a pas levé de fonds, on n'a rien fait du tout. Mm. J'ai juste appris beaucoup de choses technologiques, mais voilà, côté business, ça n'a rien rapporté. Donc nous, on commence en janvier 2020, on fait 2022, 2023, et du coup cette année 2024, on commence dans les 50 000, on finit dans les 250 000 cette année. Bravo. Ouais, donc ce qui est bien, surtout qu'en plus vous êtes deux. C'est ça, vous êtes deux hein, On est deux, ouais. dans la boîte. Donc c'est du x5 en 2 ans. Fois 5 en 2 ans, et je pense qu'on peut faire largement plus. Bravo. Ouais, bravo. Et pour l'avenir, quelles sont tes ambitions? Où est-ce que Alors. tu veux aller? Je vous avoue que pour l'avenir, mes ambitions, elles sont pas du tout pro. Elles sont plus perso. Donc je suis marié depuis quelques années, donc j'ai envie de faire grandir la famille en quelque sorte. Mhm. Et ce que je veux d'un point de vue pro, c'est vraiment créer une structure, peut-être recruter du monde pour alléger un peu ma charge de travail, me dégager du temps. Pour moi, faire vraiment ce que j'aime faire, c'est-à-dire de la formation et du développement, donc du business et de la formation. Et à côté, avoir le temps de pouvoir être présent pour les potentiels futurs grands événements qui nous attendront. Très bien. Et c'est quoi alors tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que là, on est autour d'un podcast qui est inspirant, mais j'imagine qu'il y a aussi des choses que toi qui t'inspirent, des livres, des personnalités, des choses que tu as pu, ou même des gens que tu as pu rencontrer. Oui, tu as dit que tu as des coachs. Ouais, j'ai des coachs. J'ai des coachs physiques qui existent dans le monde d'aujourd'hui, mais des coachs aussi imaginaires. Par exemple, Marc Aurèle, c'est mon coach pour moi. On ne peut pas parler avec Marc Aurèle, hein, mais il a écrit des livres. Donc tu as accès à Marc Aurèle immédiatement. Parce qu'il a écrit, tu as accès à Naval Ravikant. Il n'est pas très connu en France. C'est un type qui a écrit un livre qui s'appelle L'Almanach, où il explique sa vision de comment devenir riche au sens financier, mais aussi au sens comment devenir quelqu'un de riche en termes de connaissances, spiritualité, philosophie. Ça, je trouve ça très intéressant. Et j'ai un petit peu un côté obsessionnel avec mes sources d'inspiration, c'est que je vais aller lire 36 fois leurs travaux, vraiment. Et c'est un entrepreneur, un philosophe? Naval, c'est d'abord un entrepreneur et maintenant il se la joue un peu philo parce qu'une fois que tu as gagné plein d'argent, tu peux te mettre à réfléchir. Sinon, Marc Aurèle, c'est littéralement un roi philosophe. Donc moi, je retourne voir des grands classiques et je les lis 35 fois et à chaque fois que je les lis, je comprends quelque chose de différent. Ça me passionne et ça m'inspire énormément. Après, franchement, je tire mon inspiration des défis en vrai que je rencontre. Que me disent mes difficultés? Moi, j'ai trop un bon rapport avec mes difficultés. Qu'est-ce qu'elles me racontent? Qu'est-ce qu'elles disent de moi? Pourquoi j'ai décidé d'en faire une difficulté? Parce que très souvent, elles n'en sont pas. C'est juste des questions de... faut trouver le moyen. Et ce côté, prendre toute occasion, toute épreuve pour se mettre à l'épreuve, faire ses preuves et progresser, c'est un truc qui m'inspire au quotidien. Super, génial. Est-ce que tu peux nous dire ton offre, elle s'adresse à qui? Alors, Est-ce que tu aides qui à faire quoi? nous, on va aider les cadres dirigeants ou aussi les managers. Il faut vraiment être à minima dans un poste de responsabilité. Après, tu peux être aussi indépendant, sans avoir d'équipe à gérer, parce que l'indépendant, il doit déjà gérer soi-même en tant que business, donc ça fait assez d'enjeux à couvrir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les gens qui sont déjà globalement assez à l'aise. Dans mes clients, en fait, limite, leur métier leur demande déjà de prendre la parole au quotidien. Ça va être des directeurs commerciaux ou des PDG, donc parler, ils savent le faire. Par contre, ce qu'ils viennent chercher chez Cratéo, c'est comment avoir un cadre qui permet de comprendre la psychologie sociale, la mécanique décisionnelle d'un groupe et d'un individu, et comment avoir des stratégies, entre guillemets, prêtes à l'emploi, à 80%, après il faut peaufiner, qui vont permettre de faire la différence à l'oral. Et ce qui est intéressant, c'est la satisfaction alors de tes clients se délivre comment? Comment les gens ont l'impression d'être satisfaits justement quand tu les accompagnes? Parce qu'ils voient dans la vraie vie qu'ils sont capables de créer une impression et un impact chez des gens. Ils se disent « Waouh, c'est magique, on fait ce que tu nous as dit, on travaille ensemble les trucs. » Et c'est vrai que quand on le délivre, boum, ça marche. Et boum, ça marche, ça veut dire quoi? C'est
Je suis passé devant un jury, je gagne le concours, j'ai voulu obtenir des financements avec une commission, c'était mal barré, mais je l'ai eu. J'ai eu tel poste, j'ai pu faire x2 sur mon prix alors que c'est la même prestation de service, simplement parce que je sais me valoriser d'une meilleure manière. Et toi, c'est quoi ta plus grosse récompense quand tu accompagnes quelqu'un? Qu'est-ce que tu aimes voir? Franchement, ce que j'aime voir, c'est le résultat, hein. Quand on me dit ça marche, et tout de suite après, quand on me dit ça marche, je me dis ok, ça marche et t'as obtenu quoi? Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de durée. Combien de temps ça dure entre le moment où la personne vient te voir et au moment où les premiers résultats commencent à se voir? 1 mois et demi. Donc très Alors, c'est pas rapide. 1 mois et demi au quotidien. En vrai, c'est 2 jours, plus 2 jours, donc voilà, vraiment du matin au soir, plus 4-5 heures étalées sur 1 mois et demi. 2 jours. On travaille Ah oui, après, 2 jours. pas Mais Oui. donc c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Ah oui, c'est à fond. Donc tu fais quoi, des exercices pratiques? 2 jours, Ouais, mise en 2 jours. situation, correction, répétition, correction, répétition, correction, répétition. Il y a un côté, moi je m'inspire beaucoup des sports de combat. Et dans les sports de combat, si tu veux si tu peux pouvoir t'exprimer de manière libre, il faut d'abord que tu fasses tes gammes, que tu saches positionner tes pieds, faire du transfert de poids, des trucs assez fondamentaux. Et une fois que tu sais faire tout ça, ok, tu peux développer ton propre style. Donc, c'est vers ça que j'amène mes clients, moi. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens qui voudraient entreprendre ou qui entreprennent déjà, qui Ouais. ont des difficultés aujourd'hui, comme tu l'as expliqué toi aussi, en a eu. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour garder le cap, garder cette positive attitude et surtout garder sa vision, parce que forcément c'est ce qui est important. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une voie qui permet de choisir ses contraintes. Quand tu te lances dans un business, tu te lances dans une industrie, tu sais ce qui t'attend, tu choisis ton propre persona de client, donc tu choisis ta cible, tu sais comment elle fonctionne, tu choisis quel sujet tu veux couvrir, c'est toi qui décides. Et donc dans ce cadre-là, si un entrepreneur un jour il se retrouve dos au mur ou voilà, il n'y arrive pas un peu comme moi l'année dernière, vraiment faire une pause et se dire je choisis. Demain, si tu n'as pas envie, tu peux reprendre un poste pour te refaire un petit peu de trésorerie, rebondir. Ou si tu peux te le permettre, fais une pause de 3 mois et relance-toi derrière. Mais en fait, le truc, c'est de jamais perdre de vue l'idée et même la réalité qui fait qu'on a le choix. Tu peux dire oui, non, tu peux dire peut-être, tu peux dire oui dans cette mesure. On a le choix. Le truc, c'est quand on a l'impression qu'on subit sa réalité. Et là, vraiment, on rentre dans une mentalité où c'est difficile, c'est douloureux. Mais quand on se dit, mais j'ai le choix, même la douleur, on est content parce qu'on dit, mais j'ai choisi cette contrainte. Par exemple, l'administratif et le réglementaire, quand tu fais de la formation, c'est atroce. Il y a trop de papiers à signer pour rien. Oui, ça on La sait tous, paperasse, Voilà. ce que ça ouais. peut Ça donner. prend du temps. Mais je l'ai choisi. Ouais. Si je suis pas content, je travaille pas avec le CPF. Je pense que c'est cette notion de liberté dont tu veux parler. Mais ça me donne envie de te demander, est-ce que pour toi, tu penses que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Enfin, tout le monde est fait pour être dans l'entrepreneuriat. Non. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est la différence entre everyone et anyone. Tu vois, tout le monde et n'importe qui. N'importe qui peut être entrepreneur dans le sens où tu sais pas d'où ça vient. Boum, ton boulanger peut être entrepreneur, le salarié peut être entrepreneur, le chômeur il peut être entrepreneur. On ne sait pas d'où ça vient. Par contre, tout le monde, c'est pas vrai. Parce que ça demande un rapport au monde qui est très spécifique et qui ne se retrouve pas du tout chez tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que en vrai, un monde constitué que d'entrepreneurs, je pense pas que ça soit la meilleure version de l'histoire, quoi. On a besoin aussi de Ouais, bras c'est droits, vrai. d'assistants, absolument. de gens qui aiment être aussi introvertis, enfin, derrière. Si on se projetait là dans 10 ans, quel héritage tu voudrais que les gens se souviennent de toi? Alors tu vas pas mourir dans 10 ans évidemment, mais tu as compris l'idée, c'est-à-dire que Ouais, je vois. avec le parcours, avec la vision que tu suis, qu'est-ce que tu voudrais que les gens se disent? Peut-être en fin de vie, hein, au lieu que ce soit dans 10 ans. Oui, je prends 10 ans, Ouais, mais, je réfléchissais tout de suite à la mort. mais on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là. Je sais pas ce que les gens devraient se dire. J'aimerais être quelqu'un qui fait en sorte que les gens se sentent plus puissants. J'aimerais qu'ils aient ce souvenir avec moi et que quand ils pensent à moi,
il y a un truc dans leur cerveau qui leur redonne un boost de pouvoir sur leur propre vie. J'aimerais incarner ça aux yeux des gens. Mais sinon, dans tout ce que je fais, d'un point de vue relation amicale, relation pro, etc., il y a un principe, je ne sais pas qui me l'a dit, c'était quelqu'un, genre un des potes de mon père ou peut-être mon père directement. Tout faire en pensant à qui va venir, enfin, en pensant genre à la mort et au fait que tous ceux avec qui tu travailles vont potentiellement venir à ton enterrement. Si tu arrives à avoir ce degré d'impact avec les gens, Ah oui. Oula, donc à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ouais. tu te dis, est-ce que, enfin, c'est une personne potentielle qui va me regretter, c'est ça? En gros, c'est un peu un truc un peu narcissique, mais comme c'est lié à la mort, ça fait comme si c'était pas narcissique. C'est le truc de se dire, ok, l'objectif le plus noble dans la vie, c'est de se dire, je vais avoir un maximum de gens qui viennent à mon enterrement. Donc sous-entendu, faire en sorte de beaucoup compter et de beaucoup apporter aux autres pendant que tu es encore en vie, quoi. D'accord, c'est une vision originale, moi je trouve. Très originale. Merci beaucoup, Ahmed. Moi, c'était très inspirant. Enfin, j'ai appris des choses de tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il y avait une dernière chose que tu voudrais partager, qu'est-ce que ça serait? Une dernière bouteille à la mer comme ça. En plus, c'est chaud parce que j'y ai pas pensé. Ça serait quoi finalement par rapport à tout ce que tu nous as dit, quel mot ou quelle phrase ou quel bilan tu pourrais nous donner de tout ça? Je vais rester sur l'entrepreneuriat dans ce cas-là. L'entrepreneuriat est la meilleure thérapie qui existe. Si les gens veulent faire face à leurs propres limites, qui se lancent immédiatement sans attendre n'importe quel conseil, se lancent à partir de la fin de ce podcast, qui se lancent et ils verront qu'ils ne progresseront qu'à la hauteur de leurs propres limites et que s'ils veulent aller loin, ça va être ça qu'il faudra dépasser avant les problématiques de leur marché ou quoi que ce soit. Très, très inspirant. Alors, lancez-vous et voyez l'entrepreneuriat comme une thérapie qui peut vous aider à vous-même aller au-delà de vos limites. Merci beaucoup, Ahmed. Merci Merci à à vous. vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et rendez-vous dans nos prochains épisodes. Au revoir.